Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, j'accompagne des photographes et je coordonne des livres illustrés et vous écoutez Les Voix de la photo. Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous partager leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Morisseau-Chastanier. Bonjour Lucie. Bonjour Marine. Bienvenue dans ce podcast, je suis ravie qu'on puisse se parler aujourd'hui. Lucie, tu es historienne de l'art, responsable des collections photographiques au Musée de l'Armée, ancienne chef du département de la médiation à l'ECPAD, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, et tu es commissaire d'exposition qui est engagée dans la valorisation des images de guerre, aussi bien historiques que contemporaines. En toute transparence, en fait, je connais très mal le milieu de la défense et de l'armée. Personne dans ma famille n'a de carrière dans l'armée. Et il y a quelques années, j'avais entendu parler du Fort d'Ivry, là où se trouvent les bureaux de l'ECPAD, parce que j'ai un ami du lycée, Thibaut Cunet, qui est aujourd'hui officier image et réalisateur à l'agence d'image de la Défense. Voilà, et j'ai découvert les collections photos du musée de l'Armée assez récemment, lors du lancement de la résidence photographique. Donc on aura plein de sujets aujourd'hui, et je voudrais qu'on parle des enjeux de ton travail du coup travailler sur des images de guerre aussi bien historiques que contemporaines, et comprendre les projets que tu mènes, et en particulier cette résidence photographique que tu as lancée en 2022. Mais avant qu'on commence à parler de ton parcours, en préparant cet entretien, j'avais employé le terme de photographie militaire, et tu m'avais dit en fait que tu travailles sur la représentation du fait militaire, dont les conflits. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle image on parle ? Oui, j'avais un peu souhaité ouvrir ce terme de photographie militaire. Moi, j'envisage plutôt mon travail sur l'étude et la compréhension des représentations dans le monde combattant. Si je me situe d'où je parle aujourd'hui, c'est-à-dire les collections photographiques du musée de l'Armée, il n'y a pas que des militaires derrière l'objectif. Il y a aussi des civils, des studios photographiques, des amateurs, qui ne sont pas tous d'ailleurs des soldats ou des femmes combattantes, on pourra en parler. C'est une acception beaucoup plus large qui, pour moi, engage vraiment une société dans un temps donné, qui peut être celui des conflits, mais plus largement celui du rapport d'une société, en l'occurrence la société française, par rapport à son armée. Et les collections dont je m'occupe ne concernent pas que le conflit, qui est bien sûr un temps très important et un axe majeur. C'est aussi tout ce qui touche aux faits militaires, l'entraînement, la préparation, les écoles d'application, mais aussi tous les usages applicatifs du médium, au renseignement, à la topographie, à la vie de groupe. Donc c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très, très large. Oui, alors on reviendra en particulier sur les collections du musée. Pour pour commencer du coup cet entretien, ma question est toujours la même, c'est on part des origines. Dans quelle famille as-tu grandi? Est-ce qu'il y avait des images dans ton environnement familial? Alors moi, je suis pas issue d'un milieu artistique. Mes parents sont dans la santé mentale. En revanche, comme beaucoup de familles, enfin mes grands-parents ont été marqués par la guerre qu'ils ont vécue, en tant que réfugiés dans la zone occupée de Fougères, et l'histoire a toujours eu une place importante, dans les souvenirs qu'évoquaient mes grands-parents, dans l'entretien de cette mémoire au travers, des films que mon grand-père pouvait, collectionner, regarder. Alors, tout registre, hein, du plus léger au plus sérieux, hein, on va dire de la 7e compagnie à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'image, et quand j'étais petite, il avait un projecteur 8 millimètres et on voyait les dessins animés sur un écran. Donc ça, c'était assez extraordinaire. C'est des souvenirs très beaux. Et mes parents étaient très curieux, et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans les livres d'images, de Gustave Doré à Charlie Hebdo, en passant bien évidemment par les visites dans les musées. Ce que je retiendrai, c'est qu'il y avait une grande curiosité
au sein de ma famille, de façon élargie, qui nous ont transmis d'ailleurs à mes sœurs et moi-même. Et puis, sans forcément, construire une hiérarchie, tout pouvait être sujet d'intérêt. Et c'est vrai que dans mon travail, j'ai fait un peu, mienne, cette expression de Jean Fleury, hein, qui est, critique d'art et romancier et qui dit qu'il n'y a pas, de pauvres images pour des yeux curieux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'anime, essayer de regarder, d'embrasser, le plus largement, du monde. Je pense que c'est une belle transmission. Et du coup, tu savais quelle école enfin quel métier voulais faire, quand tu as commencé, à un peu décider quelle formation, Alors j'avais pas une idée précise, j'avais, déjà, je dirais une forme d'appétence pour l'art de façon un peu large. Je faisais beaucoup de musique, quelle au musique? conservatoire, musique classique, je faisais de la flûte traversière, j'ai aussi fait de la flûte bretonne, j'ai des attaches bretonnes. Et puis, enfin, dès le lycée, en fait, je me suis inscrite en arts plastiques, donc j'ai fait, du dessin, un peu de gravure, beaucoup de peinture, un peu de photographie et à la fin de mon lycée, j'étais vraiment partagée entre le fait d'embrasser une carrière artistique et pourquoi pas de faire les beaux-arts ou d'aller, plus dans l'histoire de l'art. J'étais pas tout à fait, certaine et puis, je me suis inscrite dans un double doc du coup, histoire de l'art et arts plastiques et puis ensuite ça s'est affermi. J'ai senti que je me sentais peut-être plus à ma place dans le fait, de penser, la création, en tout cas celle que font les autres dans l'histoire de l'art que moi-même de m'exprimer, peut-être. Enfin et en fait ça s'est déterminé un peu, par à-coups, avec une envie de faire de la recherche qui, m'a été vraiment transmise par mes professeurs et notamment quelqu'un de formidable, un professeur originaire du Venezuela qui a fait, toute sa formation à l'École normale de Pise et qui est de cette école de l'iconologie. Donc on parle vraiment des images, du sens des images et ça m'a vraiment, beaucoup, emmenée. Il s'appelle Lorenzo Pericolo, hein, il enseigne toujours, maintenant à l'étranger, en Floride et c'est vrai que cette question de l'enquête dans les images, m'a amenée, à me spécialiser plutôt dans ce qu'on appelle les peintres de la réalité. Donc moi, j'ai fait un travail de recherche sur les frères Le Nain et sur, ce qu'on appelle la migration des motifs, la façon dont les images voyagent grâce à la gravure qui est un art du multiple et qui finalement, me ramène assez à ce que je fais aujourd'hui. Cette question un peu des gens ordinaires, des destins ordinaires dans la peinture d'histoire. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup animée. Ça m'a menée, donc à faire Sur un quelle master période? 2. Sur quelle époque c'était On cette, est sur le 17e. En fait, on était Mmh. sur la fin du 17e fin du 16e pardon, jusqu'au 18e, qui était un sujet européen. Et puis il m'avait posé cette question très importante quand j'ai commencé mes études, et mes recherches en maîtrise. Il m'a dit: «Bon, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?» Je lui dis: «Bah, j'aimerais, sans doute faire de la recherche». Il me dit: «Bon, vous savez, c'est un milieu très dur, le milieu universitaire et je vous encourage à choisir un sujet qui vous ouvre le plus de portes possible». Et j'ai vraiment gardé en mémoire cette question, de pas s'enfermer ni dans un sujet, ni dans une discipline et d'ouvrir tout le temps son champ pour pouvoir, voilà, rebondir et puis, être à l'écoute des possibilités, même si c'est pas forcément celles qu'on avait visées dès le premier coup. Ce qui m'a aussi, conduit à envisager, le parcours de chercheuse, dans une acception un peu plus large avec la volonté de me professionnaliser aussi sur, les métiers de la conservation et j'ai terminé mon master 2 en faisant un double master à l'École du Louvre en muséologie, au cas où tout simplement ça n'allait pas fonctionner pour avoir, ce que j'appelle une 2e corde à mon arc. Et à ce moment-là, de ce que j'ai pu voir sur ton LinkedIn, c'est que en parallèle, tu étais chargée d'études à la BNF? Ça s'est passé Oui, bah, c'était, à la fin de mes études, j'ai fait un stage assez long auprès de Maxime Préau, enfin voilà un conservateur formidable, avec une approche très très ouverte et très éclectique et je suis restée, je crois, 5 ou 6 mois, dans les réserves, à étudier en fait, le fond d'un dessinateur, qui s'appelle François de la Pointe, qui était aussi graveur et qui a suivi le roi Soleil, dans sa campagne de Flandre
Et donc, tous ces relevés topographiques des déplacements du roi dans les places fortes ont conduit à la réalisation de gravures. Et à l'époque, quand je travaillais à la Bibliothèque nationale de France auprès de Maxime Préau, voilà, je discutais avec lui un peu de mon orientation et puis il m'a dit: «Ah mais vous savez pour votre recherche», donc vraiment là les dessins de François de Mmh. Lapointe, qui avait aussi ce statut d'ingénieur géographe, pensez aller au service historique de la Défense à Vincennes parce qu'ils ont, un fonds extraordinaire. Et donc j'y suis, allée pour faire des recherches et j'ai retrouvé un dessin d'ailleurs, de ce François de Lapointe, ce qui m'a permis d'avoir un corpus un peu complet. Et j'ai découvert un monde en fait, que je ne connaissais absolument pas et je me suis dit: «Bah, finalement, il y a pas que les grands musées de France, il y a pas que, au ministère de la Culture qu'on fait aussi de l'histoire et de l'histoire de l'art». Et puis, ça a mûri, ça a mis une petite graine dans ma tête. Oui, parce que du coup, à la fin de tes études, tu pars 1 an en Italie? Alors je pars pas en Italie, en fait, ce qui se passe, c'est que donc moi je candidate pour avoir la bourse, de l'Institut national d'histoire de l'art. Pour être chargée d'études et donc je passe mon oral et je ne réussis pas. Donc je me pose la question de, bah, qu'est-ce que je vais faire? Surtout que mes parents m'avaient déjà, financée. J'ai été à la fois financée par mes parents et j'ai été boursière et puis la question, ben, de Mmh. l'économie, de mon quotidien se posait de façon un peu cruciale. Donc j'ai cherché, du travail, et donc je me suis retrouvée à travailler dans un grand magasin de prêt-à-porter. Et parallèlement, j'ai continué mes recherches, et j'ai rejoint un groupe de chercheurs au Politecnico de Milan pour travailler, sur les archives françaises qui sont conservées au Service historique de la Défense, sur ce grand projet européen, de réflexion sur, cet héritage qui est un héritage maintenant patrimonial de l'histoire, qui est cette construction du mur de l'Atlantique, donc de la Norvège, jusqu'au Pays basque. Donc en fait, j'étais le relais en Ah France de oui, ce projet d'accord. de recherche, qui a été très intéressant, parce que, c'était un projet international et qui a été, couronné d'un prix, un prix européen, qu'on est allé chercher à Stockholm, dans la salle du prix Bravo! Nobel. Donc c'était, un moment, très très intéressant et en plus, ça me ramène un peu à ce que je fais aujourd'hui. Il y avait eu un souhait de l'équipe de recherche qui était, menée par Gennaro Postiglione, qui est un grand historien de l'architecture, d'associer un photographe qui s'appelle Guido Guidi, Mmh. qui est un peu de l'école de Luigi Ghiri, qui a fait un travail, frontal au moyen format sur les blocos, qui a été un travail admirable et ça a été un grand bonheur de suivre ça, également. Ça devait être, assez incroyable, d'être sur un projet, européen, en fait, sur des sujets comme ça, d'avoir, le recul et l'expertise de plusieurs experts, ça devait être assez. Oui, puis se poser la question, ben, d'un patrimoine qui Mmh. pour, beaucoup de municipalités est un patrimoine subi, qui n'est pas un patrimoine, choisi, qui est un patrimoine qui pose beaucoup de questions, qui fait partie du paysage et à l'époque, les grands projets comme il y a pu avoir à la base sous-marine de Bordeaux ou de Saint-Nazaire étaient encore en gestation. Maintenant, c'est devenu, des lieux d'expression artistique, des lieux d'exposition, enfin et je trouve que c'est une très belle destination, qui fait aussi, je trouve, preuve de réconciliation. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la question aussi de l'effacement, des traces, des graffitis, et puis, qu'ils soient peut-être, parfois un peu trop accaparés, par une certaine approche du collectionnisme ou du militaria. C'était important de remettre, cet héritage, au centre de l'histoire et de le soumettre à l'expertise, voilà, d'architectes, d'urbanisme, d'historiens de l'art. Donc ça, c'était très très formateur, très fondateur pour moi. Et en 2007, tu travailles au service historique de la Défense, au ministère des Armées. Comment se fait cette, rencontre? Est-ce que c'était via des personnes, via le projet, avec Polytechnico, de Milan ou? Alors en fait, bah, finalement, c'est grâce au conseil de Maxime Préau qui avait, je dirais, mis cette petite graine, dans ma tête. Donc en parallèle, bien sûr, ce travail avec le
Politecnico de Milan était un travail bénévole, il ne m'a pas nourrie, donc j'ai travaillé dans le luxe. J'ai travaillé chez Christian Dior pendant plus d'1 an et demi. Ce qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs. J'ai envoyé des candidatures spontanées et donc j'ai rencontré les équipes de conservateurs du service historique pour savoir si il y avait un poste, et ça a mis plus d'1 an avant qu'un contrat s'ouvre. Et donc j'ai rejoint le responsable des fonds iconographiques pour être son adjointe. Et donc là, ça a été le début d'une grande aventure. Donc j'ai été embauchée comme contractuelle et donc j'y suis restée 18 mois. Mais j'ai adoré cette première mission parce que j'avais l'impression, voilà, d'atterrir dans un autre monde. En plus, il faut savoir que donc les archives sont installées au château de Vincennes, qui est un lieu extraordinaire, et j'avais vraiment l'impression de traverser l'histoire. Donc mes missions étaient, d'abord, de m'occuper en tant que conservateur, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle la collection du ministre. Puisqu'en fait, la particularité du service Histoire et Défense, comme les archives des affaires étrangères, ce sont 2 ministères régaliens qui ont gardé la prérogative de gestion de leurs archives. Tout ce qui est produit par les autres ministères est reversé aux Archives nationales. Et en fait, la fonction, on va dire, archive au sein du ministère des Armées, elle est très ancienne. Elle date de Louvois, elle remonte à 1688, avec une conscience que les archives vont servir à écrire l'histoire, mais aussi à apprendre du passé, la stratégie, notamment pour le futur. Et donc il y avait cette fameuse collection du ministre qui est constituée de dessins, de vues levées, de vues cavalières et bientôt de photographies qui sont à la fois des outils de projection de puissance, des représentations de bataille notamment, mais aussi des outils de lecture stratégique pour la formation des officiers. Et tout ça dépend de l'activité des ingénieurs géographes. Donc il y a des grandes signatures, hein. Je pense notamment à Baclair-Dable ou à Lejeune, à l'italien Baghetti. Et donc c'était une façon de rentrer aussi dans l'histoire de l'art, mais dans l'histoire de l'art qui s'applique au récit des batailles et à la stratégie. Et très tôt, la photographie arrive, bien sûr, comme outil de multiples. Alors il aide à la cartographie, il aide au renseignement et va s'instaurer des ateliers de reproduction de photographie, de photogravure. Et donc du coup, ton rôle, c'était avec le en tant qu'adjointe en chef, tu es de gérer ces archives? Voilà, c'était le catalogage, le reconditionnement, d'assurer ce qu'on appelle l'orientation scientifique. Donc les lecteurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chercheurs, c'est de les conseiller dans ces fonds, de faire ce qu'on appelle des dossiers d'œuvres. Donc de comprendre le parcours biographique, réunir toute la documentation dans laquelle ces dessins ou ces photographies ont été publiés pour comprendre leur historicité, et puis participer à une activité qui était récurrente, qui est celle d'illustrer la Revue historique des armées, qui est une revue trimestrielle, une revue scientifique qui existe toujours, et donc de répondre aux demandes des auteurs pour trouver de l'iconographie. Donc là, ça pouvait être bien évidemment tout tout support de représentation qui pouvait être à la fois dans les collections dont j'avais la responsabilité, mais aussi dans les fonds d'archives au sens très, très large. Donc ça m'a amenée avec lui à regarder des pièces extrêmement différentes, de tomber sur l'art du confiturier militaire, au manuel vétérinaire pour les chevaux, en passant par la campagne du Mexique avec un officier qui fait du cliché vert, un autre qui est botaniste, à trouver les traces d'Horace Vernet en Algérie. Donc c'est un grand voyage qui se rejouait tous les 3 mois. Et donc c'était une autre façon aussi de faire des pas de côté et de faire vivre ces fonds qui sont vraiment extraordinaires. Et comment service, donc le service historique de la défense, SHD, complète le ECPAD? ECPAD, je vais redire, pardon, c'est le Établissement de communication et de production
audiovisuels de la défense? Quel est un petit peu comment est-ce qu'ils se définissent l'un et l'autre par rapport à l'un et l'autre? Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire des institutions. Alors, ce ne sont pas les mêmes statuts. Le service historique de la défense, il est créé en 2005. C'est un établissement à compétence nationale qui réunit les différents grands services d'archives qui étaient au préalable divisés par armes. Il y avait le service historique de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, du génie, donc tout ça s'est fusionné. Et donc la fonction de ce service historique de la défense, il est un peu comme les archives nationales, autres SCN, qui lui, en fait, a pour mission de collecter les archives produites par le ministère des Armées depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et donc, il y a des missions de collecte qui s'effectuent de façon continue. Donc, c'est les 4 C, collecter, conserver, communiquer, et j'en oublie un, mais c'est vraiment ce cycle des archives qui est, comment dire, très prégnant dans ces missions. Le CPAD, c'est un opérateur, c'est un établissement public à caractère administratif qui est créé en 2001 et qui naît, lui, je dirais, de l'héritage des services cinématographiques et photographiques créés en 1915. Et il a une tutelle qui est double, qui est la tutelle de la délégation à l'information et à la communication de la défense, donc la DICODE, et il a une tutelle qui est plus une tutelle de conseil, qui est celle de la direction de la mémoire, des archives et du patrimoine, qui est aussi la tutelle des grands musées, dont le musée de l'armée, et la tutelle du service historique de la défense. Et c'est un opérateur qui a une mission de production qui se perpétue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des soldats de l'image, donc des opérateurs militaires, photographes, caméramans, qui partent sur décision de l'état-major des armées et de la direction de l'ECPAD pour aller couvrir soit les opérations extérieures, soit la vie quotidienne, des déplacements ministériels, des grandes manœuvres. Si on pense à la grande manœuvre Orion qui a eu lieu il y a 1 an. Donc voilà, leur rôle c'est de produire des images, mais en même temps c'est un service d'archives qui conserve ces images. Et depuis 2021, le CPAD a modifié son décret de création. Il est devenu un centre d'archives définitif. Donc ces prérogatives de conservation de ce patrimoine sont les mêmes que le service historique de la défense, sauf que sa spécialité, c'est vraiment le monde de l'image, les images fixes et les images animées. Mais les archives de la constitution de ces services, elles, sont conservées de façon organique au service historique de la défense. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mes projets précédents, je reviens fréquemment travailler au service historique de la défense, puisque les directions ministérielles ont versé leurs archives. C'est le donneur d'ordre, le commanditaire au SHD. Donc on a vraiment deux distinctions, mais qui ont des recoupements. On peut pas faire l'histoire des fonds de l'ECPAD sans aller au service historique de la défense. Et on peut pas comprendre ce que fait ce qu'on peut lire dans les archives. Si on prend par exemple les notes qui étaient transmises aux opérateurs, qui peuvent être conservées à Vincennes, sans voir les images qui en découlent, bien sûr, à l'ECPAD. Du coup, à l'ECPAD, tu vas y travailler pendant 13 ans après le service historique de la défense. Est-ce que tu peux nous dire comment a évolué ton statut et tes projets à l'ECPAD pendant ces 13 années? Alors peut-être dire que entre le SHD où j'étais contractuelle et le CPAD où je suis devenue fonctionnaire, il y a eu une étape qui a été celle de passer un concours que j'ai découvert au service historique de la défense, qui est le concours de chargé d'études documentaires interministériel. Donc c'est un corps scientifique de l'État. Je fais partie du personnel scientifique de l'État. Je suis gérée par le ministère de la Transition écologique.
et je suis mise à disposition du ministère des Armées, donc c'est un statut un peu Ah tropical oui. et on est un tout petit corps, on est peut-être 300 en France. Le ministère de la Culture a son propre corps et donc ces chargés d'études auxquels j'appartiens peuvent travailler dans tous les ministères, donc au ministère des Armées, au ministère des Affaires diplomatiques, mais aussi aux finances, à la justice, etc. Donc je passe ce concours que j'obtiens et là, en fait, à cette époque, le CPAD ouvrait 5 postes, ce qui est énorme, 5 catégories A, pour travailler sur les fonds d'archives. Et donc, je me retrouve avec une liste de vœux à faire et donc, j'avais la possibilité de travailler soit sur, les archives de la guerre d'Algérie, soit sur les archives de la Première Guerre mondiale, soit sur les archives de la guerre d'Indochine. Ce qu'ils appelaient aussi les fonds défense versés, c'est-à-dire tous les autres organismes qui produisent de l'image et puis il y avait les fonds privés. Et les fonds privés, donc c'est tout ce qui n'est pas le regard officiel et j'ai repensé, voilà, à ce que me disait mon maître de recherche, qu'il faut rester généraliste et moi je crois que j'avais pas très envie de m'enfermer dans une guerre et je me suis dit: «Je vais choisir les fonds privés parce que, je vais traverser l'histoire de la photographie et du film et l'histoire des guerres, mais au travers de points de vue singuliers» et donc mon choix a été exaucé et j'ai fait ça pendant 7 ans et ça a été, des années, très formatrices, très fortes parce que, on a à la fois, un pied dans le passé. Il faut traiter, cet ensemble qui fait à peu près 100 000, phototypes. Alors, de mémoire, il y avait peut-être, une centaine de titres de films amateurs. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui, j'imagine, du fait de la collecte. Donc traiter ce qui était déjà entré et s'ouvrir à des nouvelles entrées. Donc être dans dans ce mouvement très vivant de la collecte pour accueillir, des témoignages, de familles de militaires, sur les conflits, mais pas que, hein. Ça pouvait être aussi des archives du service militaire, donc voilà, mon travail au quotidien était encore une fois un travail de conservateur avec toute cette chaîne, donc recueillir, ces témoignages, en faire une étude, les proposer à l'examen collégial pour voir si ça intéressait, l'enrichissement des archives de l'ECPAD, établir les contrats de dons avec, la cession, des droits d'auteur puisqu'on est sur des œuvres de l'esprit. En assurer, l'étude, donc le catalogage, à la fois l'inventaire pour la numérisation. À l'époque, et c'est toujours le cas, le CPAD était engagé dans un très grand plan de sauvegarde et de numérisation, de toute sa partie, analogique. Et puis, enrichir la base documentaire. Parallèlement, hein, comme tout service d'archives, on accueille aussi, des lecteurs par des permanences en salle. On fait des recherches, orientées pour, des documentaristes, des chercheurs et on participe à la vie culturelle de l'établissement, qui est, celle de festivals d'histoire, notamment les rendez-vous de l'histoire auxquels moi j'ai contribué à de très nombreuses reprises, War on Screen et puis, très tôt j'ai aussi, participé à être tutrice, d'étudiants de l'école du Louvre en spécialité histoire de la photographie avec Dominique de Fonréau. Ça a été aussi des suivis de mémoire très intéressants pour la faire travailler, voilà, sur des portions, des archives dont j'avais la charge. Donc ça faisait une palette d'activités très, très riche, et puis avec des surprises formidables, voilà, un monsieur, qui vivait, dans le sud de la France, toute sa famille était partie au Chili et il me dit: «Voilà, après moi ces archives, elles ne vont pas intéresser, je pense qu'il faut que je vous les remette» et là, je suis tombée sur des photographies prises en Chine et en Corée, dans les années 1887. Des témoignages extraordinaires, avec un voyage, un tour de Chine, de Pékin, jusqu'aux confins du Yunnan pour faire, une reconnaissance, avant qu'il y ait des postes, de représentation diplomatique, qui s'installent. Donc, la photographie de voyage, mais pas que. Et puis, voilà des lettres et des rapports que j'ai pu consulter au service historique de la défense, extraordinaires, qui font partie de cette tradition des mémoires et des reconnaissances où, les officiers de l'époque avaient une formation humaniste extrêmement solide, écrivaient, de façon très détaillée des comptes rendus, vraiment, phénoménaux sur la sociologie des populations, sur la culture des populations, sur, la géologie, l'archéologie, la
façon de se nourrir, qui permet in fine, voilà, aux décideurs de l'état-major de savoir s'ils envoient une armée, comment l'armée va aussi, s'organiser, s'équiper, se connecter, se loger, se nourrir. C'est un peu, de façon prosaïque, les guides du routard, mais c'est quelque chose qui est extrêmement, fort et prégnant et qui a été formidable. Voilà, et donc ça a fait l'objet d'une exposition à Blois puisque, je crois que c'était en 2010 ou en 2011, le thème était l'Orient et ce fonds a pu être présenté en exposition dans le cloître. On en a fait une conférence également. Donc voilà, ça a amené un désir aussi de partage, alors qu'il a toujours été là, mais d'ouvrir, le plus de regards possible sur ces archives. Et puis c'est ce qui m'a conduit à pousser un peu les murs pour qu'on me confie, des missions, de chargée des actions scientifiques, et c'est ce que j'ai fait ensuite pendant 2 ans. C'est ça, il y a à peu près combien de personnes qui travaillent, dans les fonds à l'ECPAD? Alors le CPAD, c'est à peu près 230 personnes. Au pôle des archives, je pense qu'ils sont entre 60 et 70 aujourd'hui. Alors à l'enrichissement documentaire, qui était mon poste, peut-être une quinzaine de personnes. Puis après vous avez les équipes spécialisées sur la restauration matérielle du film et de la photographie, ceux qui suivent les opérations de numérisation. Oui, oui, c'est vraiment toute la chaîne est présente. C'est ça qui est extraordinaire, dans cet établissement. Et en 2021, si je me trompe pas, octobre 2021, tu deviens responsable des collections photos au musée de l'Armée, et en 2022, c'est le lancement de la résidence photo. De façon assez concrète, quelles sont tes missions en tant que responsable des collections photographiques au musée de l'Armée? En fait, mes missions sont celles d'un conservateur. C'est-à-dire que, voilà, je suis en charge de l'enrichissement des collections nationales, de ce musée de France, sous tutelle du ministère des Armées. Je veille à la conservation de ces collections dont j'ai la charge, à leur enrichissement, à leur, diffusion auprès, du public, le plus large. Et donc ça se matérialise au quotidien. Bon, bah, là, par exemple, je suis, en train de mener une campagne de récolement. J'ai une collaboratrice, Blanche Cardonner, qui travaille avec moi, parce qu'il y a tout un fonds, qui n'a pas été encore, même inventorié, hein. 30% de ce fonds de tirage photographique n'est pas inventorié. Donc je participe au comité d'acquisition, donc je fais une veille, active pour enrichir la collection sur ces zones, blanches. Alors peut-être pour dire un mot, parce que pour les personnes qui écoutent le podcast, la collection de photographies dont j'ai la charge, c'est environ 100 000 phototypes. Donc la photographie n'est pas le sujet principal du musée de l'Armée, hein. On est sur des collections très multidisciplinaires et j'aime bien donner toujours des points de comparaison en volume. Donc à l'ECPAD, c'est 14 millions d'images. Mais si je regarde un peu mes voisins, comme le musée Guimet ou le Quai Branly, eux, ils sont plutôt entre 600 et 700 000 phototypes. Donc voilà. Donc ça reste une collection, on va dire, à taille humaine. Alors je ne m'ennuie pas, mais ça reste quelque chose d'assez maîtrisé. Et quand j'ai pris mon poste, la directrice de la conservation, Ariane James Sarrazin, m'a dit: «Il y a eu beaucoup de choses de faites sur cette collection et il reste beaucoup de choses à faire». Et donc c'est dans cette dynamique, que je m'inscris. Donc finalement, mes missions sont pas si différentes de celles d'un conservateur qui serait dans un musée, au sein du ministère de la Culture. C'est le même cadre réglementaire. Je travaille avec le code du patrimoine. J'ai aussi le code de la défense. Donc ce sont, les mêmes, enjeux, réglementaires, qui m'animent au quotidien dans cette mission. Oui, du coup, c'était ce que je me demandais, c'est il y a, dans ton métier, il n'y a aucune différence sur le fait que le département ministériel dont tu dépends est celui des armées, et avec, un qui dépendrait, ministère de la culture. Il y a pas tellement de... Non, on est dans le même cadre réglementaire. C'est à la fois, à chaque fois, on est dans la fonction publique, d'État. Alors on a des comités qui sont un peu différents. Au ministère de la Culture, je sais qu'il y a le comité des dons et legs, et nous, on a notre, comité scientifique interministériel auquel siègent, des personnalités scientifiques qualifiées, hein. Ça fait partie
des normes de l'agrément d'être musée de France, avec aussi un représentant des musées de France du ministère de la Culture. Donc non, mes missions sont les mêmes et puis ça me permet aussi de le préciser, c'est que, le ministère des Armées est le 2e opérateur culturel de l'État et qui détient un patrimoine assez extraordinaire entre, les musées, les archives et les bibliothèques. Donc en fait, on y pense moins, Mmh. mais on est, recrutés, sur les mêmes compétences et les mêmes niveaux de qualification et d'exigence que nos homologues du ministère de la Culture. Et du coup, tu arrives en 2021-2022, début de cette, résidence. Quel a été un peu, l'enjeu de cette résidence et à quels besoins, en fait, elle a pu répondre et comment est-ce qu'elle est différente d'une autre résidence? Enfin, pour aussi un petit peu, expliquer à des personnes parce que souvent on me demande, «Je voudrais faire une résidence» et cetera. Mais je pense que ce qui est toujours important, c'est de savoir dans quel cadre la résidence elle a été créée et du coup, est-ce quelle est l'idée et comment elle est différente pour pouvoir, envoyer son dossier, il faut savoir à qui on s'adresse. Donc je pense que peut être intéressant à ce que tu nous expliques comment est-ce qu'elle est différente par rapport à d'autres et en quels besoins, enfin voilà, comment elle se positionne par rapport aux autres, qui peuvent exister, en France ou à l'étranger? Alors peut-être pour revenir un tout petit peu sur la genèse, de cette résidence. Donc effectivement, moi j'arrive en 2021, au musée de l'Armée, en ayant, eu un 3e poste à l'ECPAD comme, chef du département de la médiation et des publics et à ce moment-là, je suis, invitée à rejoindre le comité scientifique de l'exposition Photographie en guerre, qui est une exposition majeure, au musée de l'Armée puisque c'était la première fois que la photographie, avait la parole et avait un grand espace de Simèse pour, parler de ce qu'était la représentation de les guerres et pas de faire une histoire des guerres en images. Donc il y avait un propos scientifique très fort et j'étais très contente, de participer à cette pensée, scientifique avec, tout l'ensemble des membres et du commissariat réunis. C'est ça qui m'a motivée aussi à rejoindre le musée de l'Armée. Et donc au moment où j'arrive en 2021, je saute dans un train puisqu'en fait je rejoins le commissariat de l'exposition Photographie en guerre qui avait été décalée du fait du Covid. Donc je prends connaissance aussi, des enjeux de cette exposition avec l'ouverture à l'art contemporain, qui était déjà un sillon, creusé, par mon prédécesseur, Anthony Petitot, par, Sylvie Leray-Burimi qui est, la conservatrice, en charge, de la peinture et de la sculpture et qui est la chef du département Beaux-Arts et Patrimoine et dont je suis, l'adjointe. Donc un enjeu d'ouverture du musée à l'art contemporain qui n'était pas que, lié à la photographie, qui était lié aussi à un souhait et un élan de la direction de l'époque, avec notamment l'ouverture de cette exposition Napoléon encore, qui faisait dialoguer, des artistes, des plasticiens avec l'héritage, l'imaginaire napoléonien. Donc il y avait un creuset, quelque chose d'assez fécond. Il y avait un point de maturité pour moi au sein de cette institution et puis quelque chose qui est aussi important, hein, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait partie, je dirais des conditions d'agrément pour avoir, le label Musée de France, c'est que le musée avait adopté en 2020 son projet scientifique et culturel et qu'il avait déjà inscrit dans sa volonté, dans ce manifeste, de continuer à être dans cette ouverture plurielle. Et donc, en 2022, je suis reçue par Ariane James Sarrazin, qui m'explique qu'elle aimerait bien mettre en place une commande, vers la photographie. Le musée en avait déjà fait, il en avait déjà fait, 2, l'une, à Éric Bouvet en 2009 sur l'Afghanistan et une autre à Philippe de Poulpiquet sur l'Institution nationale des invalides, donc sur la partie hôpital, prise en charge des blessés, de guerre, et des pensionnaires, qui a fait l'objet aussi d'une exposition en 2019 et d'un ouvrage, chez Filigrane. Donc il y avait cette envie de poursuivre ce geste. Et moi, si vous voulez, comme je suis arrivée au moment de cette exposition et qu'on fait pas tout le temps des expositions de photos au musée de l'Armée, je me suis dit: «Là, il y a un moment d'ouverture, il faut le prendre. Il faut le saisir parce que sinon, je prends une métaphore qui est celle du sous-marin, on va plonger, on va se diluer, puis on va plus parler de la photographie au musée de l'Armée, c'est dommage». Et j'avais envie, de déplacer le curseur et j'ai proposé, à la direction à l'époque, de faire une résidence. Parce que c'était aussi, changer de mouvement, c'était pas le musée qui allait vers, c'était les photographes qui venaient vers le musée. C'était aussi, se donner la possibilité de se surprendre par rapport à des écritures qui ne sont pas que celles, qui avaient été
jusqu'alors plutôt envisagée, c'est-à-dire celle du photojournalisme, pour aller vers un éclectisme, d'autres sensibilités, voilà, sans considération d'âge ou même de nationalité, pour fédérer autour de thèmes qui sont ceux vers lesquels le musée tend dans son projet de transformation et de modernisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous visitez le musée de l'Armée, il est pris dans l'étroitesse de la fin de son parcours chronologique, qui est la Deuxième Guerre mondiale, et bien évidemment, il est plus du tout au diapason des enjeux actuels, que ce soit sur l'histoire du fait colonial et décolonial, de la guerre froide, de la course aux armements, des opérations extérieures, et puis quels sont les enjeux du ministère des Armées aujourd'hui dans une acception géopolitique mondialisée. Donc j'ai fait ce que je fais toujours dans mon métier. J'ai fait un gros benchmark, j'ai écouté des podcasts, je suis allée rencontrer mes homologues pour aller glaner des conseils, et puis j'ai fait mon propre costume, et donc j'ai soumis à la direction. Et puis j'ai aussi proposé une liste de jurys, parce que je voulais que le musée soit pas seul décideur, mais qu'il écoute d'autres avis, d'autres regards. Et donc j'ai fait un peu ma liste idéale de personnes avec qui j'avais déjà travaillé, pas qu'à Paris d'ailleurs, et qui représentaient un peu en chorale tous les aspects du métier qui touchent à la photographie, donc des historiens, des commissaires, des conservateurs, mais aussi des photograveurs, des galeristes. Et quand j'ai donné ma liste, elle m'a dit: «Écoutez Lucie, on les prend tous». Donc on a articulé cette première résidence sur les futurs parcours, et puis ce qu'est le musée, c'est-à-dire son histoire monumentale, ses missions, le côté invisible. Et la première année, on a eu 80 candidatures, ce qui était plutôt un signe favorable. Et donc on a fait ce travail de jury, hein, de façon pas plus différente que dans d'autres jurys, où le musée avait une voix, mais qui n'était pas forcément la voix la prépondérante. Et donc ça a été la surprise de découvrir la candidature d'Annelise Broyer, que personne n'attendait sur ce sujet, et elle-même d'ailleurs. Et ça a été une grande joie de l'accueillir. Et puis ensuite, voilà, il y a eu Guillaume Herbeau, et là on va accueillir Chloé Charoc cette année. Et la direction actuelle, hein, qui a changé, m'a fait part de son souhait de pérenniser la résidence, puisque pour elle, c'est comme la programmation musicale, c'est une autre façon de projeter le musée de l'Armée, de créer des ponts avec des médiums qui rassemblent. Et moi, je crois énormément voilà, à cet art populaire au sens noble du terme qu'est la photographie, et qui permet de se faire rencontrer des communautés qui ne se parlent peut-être pas. Et on a un présupposé très fort quand on travaille dans le ministère des Armées, c'est qu'il y a toujours une grande méfiance, une grande défiance. Et moi, on me pose toujours la question: «Ah, mais vous aimez les militaires, ou vous êtes militaire?» Et donc moi, je réponds: «Mais moi, je suis ni militariste, je suis ni antimilitariste. Je fais un travail de conservatrice sur un objet particulier, et mon ambition, c'est de l'ouvrir le plus largement possible au débat, à la curiosité, aux échanges, voilà». C'est pour ça que je pense que c'était bien qu'on commence par définir effectivement les termes, parce que je pense qu'on a tous enfin pas tous, mais on peut avoir des présupposés sur certains sujets, donc parce qu'ils sont aussi liés à des sujets politiques assez forts. Donc et du coup cette résidence, tu disais qu'elle devait s'inscrire dans la dynamique que vous aviez de modernisation du musée. Quels sont un petit peu quels sont un petit peu les éléments que vous cherchez dont vous êtes assez sensible quand vous lisez les dossiers? Alors, c'est à chaque fois une rencontre, c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée préconçue. Moi-même, j'ai pas une idée préconçue. Alors il y a des thèmes, il y avait 4 thèmes dans le dernier appel. Donc ce qu'on appelle de façon un peu large post-45, de la guerre froide à nos jours, qui s'intéresse vraiment à la question du fait militaire, par exemple, à l'arme atomique, mais aussi à qu'est-ce que c'est que l'armée aujourd'hui, lié aux bons technologiques, au 5e champ de bataille qui est le cyber, à l'intelligence artificielle. Enfin voilà, des enjeux pour lesquels on a, pour moi, des défis de représentation
auxquels les photographes peuvent se confronter. On avait un thème sur, la colonisation, la décolonisation, hein, qui est aussi un thème très prégnant, et dont nous sommes, complètement, maillés dans cette histoire par la question de nos collections, de leur provenance, de leur statut. Et donc on est vraiment dans cette volonté d'être dans une histoire en partage. Il y avait aussi, ce thème, des engagements contemporains et puis le lien armée-nation qui, moi, est un thème très important pour moi. Cette connexion de la société civile à son armée, hein, et là qui s'est fait de façon admirable avec Guillaume, au travers du drapeau. Donc en fait, on attend un sujet original qui est pensé, pour l'institution, avec l'institution, parce que c'est pas mon projet, c'est le projet du musée. C'est un projet de rencontre. Donc ça veut dire que, le photographe ou la photographe doit avoir envie de nous rencontrer, de passer du temps au musée, même s'il n'y dort pas, il a un statut de demi-pensionnaire avec sa carte de cantine. Mais il doit avoir envie de nous rencontrer, de se déplacer au musée, peut-être de se déplacer dans sa pensée et pas prendre simplement le musée comme une coquille, ou pour, prolonger un sujet qu'il aurait déjà fait. Donc on est attentif à ça, à que, la personne, envisage son sujet en dialogue avec nous, en dialogue avec les collections, sans que ce soit dans quelque chose de fermé puisque, le musée est une base, est un point d'ancrage, mais, Guillaume comme Anise et comme, Chloé qui l'a prévu dans son projet, il peut y avoir bien évidemment, des déplacements, des maillages avec, des objets qui viennent d'autres collections, enfin tout ça, à partir du moment où ça fait sens au sein d'un projet, donc voilà, il faut toujours quand même penser, vers le musée. Voilà, c'est pas non plus une résidence, sur l'armée. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que, là, comme on vient juste de terminer la sélection de la dernière lauréate et que moi j'ai appelé pas mal de candidats, certains ne sont pas venus au musée. Je leur dis: «Mais venez, parce qu'en fait vous avez une idée, mais elle va se confronter, à un parcours». On vient d'ouvrir une nouvelle salle, sur, l'histoire, des Invalides et du musée. On peut être frappé par des œuvres ou des objets du quotidien auxquels on pensait pas et puis rien que de venir dans cette cour d'honneur, bon, bah, voilà, elle crée un effet, de solennité qui moi me bouleverse toujours. Enfin, c'est un lieu qui n'est pas un lieu comme les autres et je pense que, il faut quand même venir et puis moi je le vois, les dossiers où les photographes ont pris, ne serait-ce, le temps de lire quelques catalogues ou de poser quelques questions, bah, ça enrichit leur dossier, en fait. Et quelles sont, les étapes, si on pouvait, revenir sur les différentes étapes à partir du un moment où un photographe envoie son dossier et le moment où il va, montrer, le résultat de sa résidence? Alors assez classiquement, il y a 2 tours, hein. Il y a une sélection, une présélection, une sélection. Le jury voit tous les dossiers. Alors j'écarte vraiment ceux qui sont, incomplets ou qui sont à côté, hein. Certains me proposent d'acheter des œuvres, c'est pas le but. Enfin, en tout cas, pas dans le cadre de la résidence. Mais le jury a accès à tous les dossiers et puis, généralement pour la présélection, je leur demande de positionner, entre 6 et 8 dossiers sans les classer, ce qui nous donne un vivier sur lequel on travaille et donc bah, là, c'est vraiment tout le jeu du jury, de comprendre aussi ce que va apporter ce prix dans la carrière du photographe à un instant T. Ça, c'est très important, et donc il peut y avoir beaucoup de débats ou pas beaucoup de débats, et c'est vrai que quand le dossier de Guillaume est arrivé, c'est un dossier qui avait une forme d'évidence pour le jury, mais qui n'avait pas une forme d'évidence pour le musée. Donc ça, c'est intéressant. C'est que dans l'entretour, moi, je présente les dossiers qui sont pressentis. Et on reçoit 4 à 5 photographes en entretien pour, que ma direction soit associée, à la réflexion du jury et qu'eux me disent aussi, comment eux perçoivent ces sujets. Parce que quand je vote au jury, c'est pas Lucie Morisseau-Chastanier, qui vote, c'est le musée qui vote. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc une fois que le candidat est choisi, eh bien on informe, tout le monde tout de suite. On fait un message aussi, aux candidats déçus, et j'essaye de les appeler, toutes et tous, s'ils le souhaitent.
J'ai pas terminé d'ailleurs, il m'en reste quelques-uns. Et puis ensuite là, on fait un rendez-vous de travail avec le ou la photographe. Si je prends le cas de Guillaume, parce que je sais très bien que les photographes ne font pas que ça, ils font pas que des résidences, ils font des commandes, ils partent en reportage. Guillaume partait en Ukraine, donc on a adapté aussi le calendrier par rapport à son besoin. Je mets généralement une quarantaine de jours ouvrés pour que la personne soit sur place, mais c'est vraiment de la haute couture. C'est sur mesure, c'est en fonction du photographe et de moi-même parce que c'est moi qui m'occupe d'être la référente artistique. Et puis, la résidence, elle va s'insérer dans la vie du musée, mais elle ne doit pas être une charge pour les collègues. Donc plus on anticipe les rendez-vous, ne serait-ce que pour aller dans les réserves, pour suivre les rendez-vous avec les restaurateurs, bah, plus ça se fait de façon très naturelle et jusqu'à présent, voilà, ça se marie très bien. Donc le photographe est libre de travailler où il le souhaite. Là, je sais que dans le cas de Guillaume, il a passé presque 15 jours avec le collègue Ronan Truca qui est responsable des emblèmes. Et comme il y a un lien de confiance qui se noue, eh bien, il y a une forme d'autonomie, et il prend son temps pour installer son matériel. Et finalement, moi, je fais de la supervision et on a des temps de rendez-vous dédiés où le photographe me montre son travail, les orientations. S'il a des difficultés, c'est vrai que souvent, dans certains dossiers, il y a une grande ambition à rencontrer beaucoup d'entités du ministère. Et c'est vrai que le musée pèse de tout son poids pour faire cette mise en relation. On fait une lettre de commande et de référence officielle. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, et ça, c'est quelque chose que je savais déjà à l'ECPAD, le photographe, il est toujours en trop dans une vie, de régiment, dans une vie de mission où, tout est très millimétré. Il faut faire son trou et c'est vrai que, c'est pas que l'armée ne veut pas faire de place aux photographes, c'est que ça prend du temps d'accueillir un photographe. Et donc c'est vrai que malgré, le fait d'être au musée de l'armée, en résidence, ça n'ouvre pas forcément toutes les portes et ça prend du temps. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, bon bah, on a débordé, sur le temps de la résidence, Anne-Lise aussi, parce que certains rendez-vous ont pris beaucoup de temps. Mais bon, comme je le dis, comme c'est une résidence de création et pas de production, on n'est pas, arrêté à une date, de livrer une exposition, par exemple. Voilà, moi, je peux pas donner plus d'argent, mais je peux donner plus de temps. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on ait un temps de rendu qui est le alors qui se passe sur deux moments que le public ne voit pas. Il y a un temps interne. Le photographe va présenter un état de son travail plus ou moins définitif à la direction du musée. Et puis moi, je demande aussi, aux photographes d'avoir, des petites astreintes. C'est ce que j'appelle les permanences. C'est qu'une fois par mois, ils reçoivent dans un bureau, les agents du musée qui peuvent s'inscrire. Donc il y a un listing. Moi, je fais une petite communication interne et n'importe qui peut venir rencontrer le photographe sur une demi-heure, pour poser des questions. Mais moi, je ne suis pas présente. Comme ça, la parole est libre et c'est vrai que quand on a, des personnes, voilà, de la comptabilité, du mécénat, et bah, qui viennent en rendez-vous, on se dit: «Bon, bah, voilà, les gens se sentent concernés, sont curieux et c'est important» et ça crée un lien, ça crée une relation. Donc ça, c'est ce qui se passe en interne et en externe, on essaye d'avoir un temps de restitution publique. On vient de le faire là avec, Guillaume où, encore une fois, c'est une forme qui n'est pas figée. On l'envisage vraiment avec le photographe ou la photographe avec Anis qui avait voulu faire, intervenir un écrivain qui est Alexandre Castan, travaille un livre, qui s'appelle La nuit sentimentale qui l'avait énormément inspiré. Il voulait faire des lectures et avec Guillaume, voilà, on voulait dialoguer avec, l'historienne Odile Roinette qui a travaillé sur, le drapeau et on avait envie aussi de mettre de la musique pour, voilà, pour être dans des temps un peu contemplatifs aussi sur ce travail très très sensible qu'il a mené. Donc, à chaque fois, c'est une forme nouvelle qu'on envisage. À chaque fois, c'est un budget qu'il faut redemander, voilà, donc rien n'est jamais acquis. Ma dernière question est une question en 2 parties. Est-ce que tu aurais des conseils pour une ou un historien de l'art qui s'intéresse à la photographie, de conflit, qui voudrait travailler dans un musée comme, Musée de l'Armée? Et pour un photographe qui voudrait, qui s'intéresse à cette résidence, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais, esquisser? Alors, voilà, je sais que c'est 2 grosses questions, mais est-ce qu'il y a des intuitions ou des choses que tu peux dire, quand tu rencontres des personnes, pour un public, d'historiens et pour un public plutôt de photographes? Alors pour un public d'historiens,
On l'a compris dans cet échange. Moi, je suis venue un peu par hasard, dans le domaine, du fait militaire et du monde combattant. C'était pas forcément une vocation. Comme je le disais aussi, j'ai insisté un peu sur cette question d'être très ouvert, curieux, de pas s'enfermer trop dans des micro-spécialités. Bon, travailler sur les images de guerre, je pense qu'avant de travailler sur les images de guerre, je pense qu'il faut s'intéresser, à la conservation du patrimoine et suivre une formation, en archives, en muséologie comme à l'école du Louvre ou à la fac. Enfin, il y a mille et une façons de faire cette formation. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser à l'histoire, aux archives. On en a parlé, ça a été une partie importante de ma carrière avant d'arriver au musée de l'Armée. C'est beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures parce que, ce qui est important dans la photographie, c'est de comprendre, d'où on regarde et comment on regarde, et encore plus pour les photographies, de conflits qui, mettent en jeu, des sentiments extrêmes, des situations, paroxysmiques, parfois des moments extrêmement violents, extrêmement durs. Donc en fait, il faut toujours se poser la question de l'histoire de la photographie, son histoire technique. On photographie pas la guerre de Crimée comme on photographie malheureusement aujourd'hui, au cœur de l'enfer de Gaza, et à quoi servent ces images? Et c'est vrai que je reviens à cette exposition Photographie en guerre qui pour moi une démonstration d'un appareil critique. C'est toujours voilà, qui photographie, comment, avec quel matériel, pourquoi, qui donne les ordres, est-ce qu'il y a un cahier des charges, est-ce que c'est le photographe tout seul, est-ce que c'est dans un pool, comment les images sont vues. Là récemment, moi j'ai porté l'acquisition, d'un corpus de 40 photographies de Laurent van der Stogt et on a fait tout un travail, surtout lui d'ailleurs, de choisir des images qui étaient publiées, des images qui étaient pas publiées, et quand les images sont publiées, c'est comment sont-elles publiées? Voilà, quand vous regardez, je dirais, un 8e de page dans Télé 7 jours, et ben, c'est pas pareil que d'aller, au festival, des reporters de guerre à Bayeux et de voir des images de Syriens, dans des ogives gothiques. Enfin voilà, cette question-là, elle est très importante et il faut, je pense, se poser beaucoup de questions. Donc après il faut aussi peut-être viser des institutions. C'est-à-dire que bon, les postes comme le mien sont des postes de niche. Moi, quand je suis sortie de mes études, je me suis jamais dit, et c'est ce que je dis aux étudiants, que j'ai A plus B égale passé. C'est des chemins de traverse. Donc c'est aussi beaucoup de rencontres. Donc faut rester ouvert. Moi, je suis rentrée par la petite porte, par des contrats, donc essayer de faire des stages, essayer de s'intéresser et de s'ouvrir. C'est-à-dire que ce travail, je le fais au musée de l'Armée. Je pourrais peut-être le faire à la Bibliothèque nationale de France, qui est beaucoup plus universaliste. Je pourrais le faire aussi peut-être à la Contemporaine, à Nanterre, ou à la médiathèque de la photographie et du patrimoine, ou dans un service d'archives. Donc en fait, peut-être que il faut aussi avoir ce regard un peu pluriel, et puis se dire que il y a une grande porosité en fait entre les musées, les archives, les bibliothèques, et que quand on n'arrive pas à tout prix à être dans un musée, ben pourquoi pas aller dans un service d'archives. Enfin, les fonds dont j'ai la responsabilité ne sont pas différents, si je pense au corpus d'amateurs, des fonds que vous pouvez trouver dans les archives départementales. Donc il faut pas toujours viser la lune, il faut peut-être viser un peu les étoiles, ou les planètes un peu éloignées, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va faire du sens et qui va faire aussi qu'on affine son regard. Et peut-être aussi dire une chose importante, c'est que on me pose souvent la question: est-ce que c'est difficile de travailler sur les images de conflit? Oui. Et je reviens au tout début de l'entretien, sur la photographie militaire, où je vous ai dit, bah, c'est pas que ça, c'est le monde combattant. Je ne regarde pas que des images de guerre, je regarde des images de paix, je regarde des images de vie, je regarde des images d'amour, je regarde des images drôles. Bien évidemment, quand je travaille sur le Liban et sur Sabra et Shatila, c'est très dur. J'ai aujourd'hui, je pense que j'ai une forme de discipline qui est celle de préserver mon émotion, celle de préserver mon empathie face aux images et ma capacité à m'émerveiller. Donc il faut pas s'abîmer dans les 2 sens du terme dans les images. C'est pour ça que pour moi la radio est très importante. Les livres sont toujours très importants. Je détourne jamais le regard sur les images difficiles, mais j'essaye de ne pas me laisser envahir, parce que
Leur puissance est toujours très active. Donc ça, faut aussi se préserver par rapport à ça et se préserver parce que Jules Caron le disait: «Les images les plus dures sont pas les plus violentes». C'est des affaires de regard et moi qui ai passé de nombreuses années, dans les fonds d'archives de l'ECPAD, des regards de population civile peuvent parfois, Mmh. vous émouvoir, de façon beaucoup plus forte que, des cadavres et c'est cette tension, ces interstices que vous allez aussi scruter et qui vont rentrer dans votre tête et qui ne ressortiront peut-être pas. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire, je pense, voilà, avoir une vigilance pour, continuer, à être actif et à être dans son esprit critique et puis il faut aimer les histoires, faut aimer les gens, faut aimer les êtres, tout simplement et ça va faire la connexion avec votre Mmh. deuxième question, qui est celle sur les photographes. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup dialoguer avec Françoise de Noyelles, qui est une grande historienne de la photographie, qui m'expliquait qu'au début, il n'y avait pas d'histoire vraiment de la photographie, elle se faisait avec les photographes. Il faut pas perdre de vue que l'histoire de la photographie, c'est celle des photographes et moi, j'essaye d'être au contact avec eux. C'est aussi pour ça que je suis au musée de l'Armée, parce que, ils vont vous expliquer des choses que vous ne lirez pas, des choses qui sont off the records, mais qui vous donnent un supplément de compréhension. Et donc pour les photographes qui viennent, qui ont envie de venir travailler avec le musée, je vais vous faire cette réponse que je fais, aux candidats déçus, parce que choisir, c'est toujours renoncer. Il y a plein de façons de travailler avec le musée. Alors il y a la résidence, il y a aussi, les acquisitions. Même si je n'ai pas un budget pour la photographie, c'est le budget du musée, mais qui n'hésite pas à me présenter un travail parce que je ne vois pas tout. Tu fais toute l'année ou c'est un seul moment dans l'année, Toute l'année et mes projets courent sur plusieurs années. Une acquisition, ça prend entre 1 an et 2 ans. Donc en fait, je fais de la veille et je suis prise entre des choses très fugaces parce qu'il y a des ventes aux enchères. Et là, typiquement, il y a un daguerréotype qui est passé en vente sur lequel le musée s'est positionné. Donc là, il faut être tout de suite être très réactif. Et puis des temps longs parce que, voilà, comme pour l'acquisition des photographies de Laurent van der Stock, moi, je voulais trouver un équilibre entre des photographies qu'il n'y avait pas dans d'autres institutions, puisqu'on est allé jusqu'à des choses très récentes, puisqu'il est allé sur les lieux de l'attaque du 7 octobre et il a photographié les bombardements à Gaza depuis la Cisjordanie pour Le Monde. Il fallait trouver un point de justesse entre des temps faibles de la guerre, des moments qui sont aussi des moments de reportage très engageants. Il a documenté, je dirais, l'usage du gaz sarin par le régime de Bachar el-Assad. C'est lui qui a rapporté des échantillons qui, au passage, ont été identifiés comme étant ce gaz qui frappait d'indignité depuis la Convention de Genève par le laboratoire de la Délégation générale de l'armement du ministère des Armées. Voilà, pour faire ce travail, on le fait pas sur un coin de table, ça prend du temps, c'est des entretiens, c'est regarder beaucoup de photographies, c'est regarder des publications. Donc c'est une relation, c'est un compagnonnage intellectuel et artistique aussi. Donc ils n'hésitent pas à présenter leur travail au musée. J'essaye de répondre aux sollicitations. Je réponds pas toujours très vite, mais j'essaye de répondre et qu'ils essayent aussi de venir voir ce qu'est le musée Mmh. et la collection. C'est-à-dire que, tout à l'heure, 100 000 phototypes, bon, on a des zones blanches où il y a peu de choses, notamment, sur tout ce qui est post-45, voilà, et ça permet de me dire: «Ah bah oui, ce regard-là m'intéresse, ce traitement-là m'intéresse, ce point de vue m'intéresse, et effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire». Et moi, j'ai la chance de travailler dans le temps long et même si le oui n'est pas tout de suite, il y a une connexion qui se fait et parce qu'il va y avoir un projet, parce que je vais avoir un collègue qui va m'appeler d'un autre musée ou un festival. On a la chance de travailler dans un réseau, extrêmement riche, en France, en tout cas pour la photographie. Et ben, on va se passer les conseils, les regards qui nous ont émus ou et donc vous rentrez dans un réseau. Alors, ça veut pas dire que tout de suite que vous rentrez dans les collections, mais vous êtes identifiés et il y a quelque chose qui commence voilà, à se créer, un peu vivant, voilà. Eh ben, merci Lucie pour cette conversation. J'invite vraiment toutes les personnes à venir, comme tu nous disais, au musée de l'Armée qui est à Métro Invalides à Paris. Voilà, je pense que c'est un musée qui est pas si connu pour sa partie photo, mais qui vaut vraiment le déplacement. Toute la partie aussi sur la partie collection permanente est aussi très intéressante. Donc j'invite
toutes les personnes qui passent à Paris à venir voir ce musée. Et je te remercie encore, Lucie, pour cette conversation sur ton métier, sur le musée de l'Armée, sur la résidence. Merci à toi. Merci beaucoup Marine pour cette invitation. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes une ou un photographe qui évite la commande et que vous avez besoin d'accompagnement pour faire un point sur votre pratique artistique ou sur une série en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes accompagnements sur mon site marinelefort.fr. Aussi, pour recevoir tous les 15 jours le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, de films, d'expositions ou de conférences, et même parfois des cadeaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter de ce podcast. Vous pouvez retrouver le lien en note de cet épisode. Pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus sur le podcast, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!